On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit une éducatrice en milieu de garde, en CPE, qui travaille au CPE Les Poussineaux à Saint-Jean-sur-Richelieu, pour nous parler un peu des revendications, notamment sur le salaire. Mais d'abord, lui, il est dans la police depuis 45 ans. Il a passé une trentaine d'années au SPVM à Montréal, à l'École nationale de police, 11 ans à Saint-Jean, dont 5 ans officiellement comme directeur. Il tire sa révérence. C'est le chef, André Fortier. Dimanche, le 7 novembre, à 23h59, l'heure de la retraite aura sonné pour le directeur du service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu, André Fortier, qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, c'est un plaisir. Après combien d'années de service total dans la police? Je suis dans la 45e année. 45e année? 31 ans à Montréal, 3 ans à l'École nationale de police du Québec et je suis dans ma 11e année à Saint-Jean. Qu'est-ce qui fait qu'on travaille aussi longtemps pour un service de police? Parce que quand on regarde les gens, beaucoup de policiers prennent leur retraite après quoi? 35 ans de service, les infirmières font la même chose et tout ça. 45 ans, Pourquoi? La passion. J'adore ce que je fais, j'aime ce que je fais. Je m'inscris vraiment au service de la communauté, alors donc c'est un plaisir fou pour moi. Qu'est-ce qui fait que vous êtes atterri à Saint-Jean? J'ai pris une retraite de Montréal, une pré-retraite de Montréal. J'ai été 3 ans à l'École nationale de police du Québec. Et dans le cadre de... J'étais responsable des programmes de formation initiale en enquête et en gestion, et ainsi de suite. Et tout débute avec une présentation de 2 policiers de Saint-Jean-sur-Richelieu qui avaient fait une présentation dans un cours d'induction à toute fin pratique et pour lequel il avait présenté une problématique d'identification de la relève et de cheminement des années suivantes, là. Et c'est ce qui fait que quand j'ai vu sortir l'offre d'emploi, je suis venu rencontrer le directeur de l'époque et j'ai postulé. Et, c'était gagnant. Mais là, rapidement, vous êtes devenu directeur adjoint. Je suis entré ici comme directeur adjoint en 28 mars 2011 comme directeur adjoint pour 5 ans. Et par la suite, j'ai été directeur par intérim en mars 2016 au moment où mon collègue était en maladie. Et en novembre, j'ai été nommé directeur pour une période de 5 ans. Ce qui est frappant dans votre dernier mandat, puis moi, j'ai commencé ma carrière dans les faits divers, la justice et tout ça, donc je connais beaucoup de policiers depuis 33 ans et j'ai suivi beaucoup ces affaires-là à travers le Québec et surtout ici à Saint-Jean, dans ma ville. Ce qui est surprenant, c'est que vous avez réussi à maintenir un climat de travail assez incroyable. On l'a vu avec un renouvellement de convention collective ultra rapide. Tout à fait. Puis on le sait, là, avant votre arrivée, il y a eu des hauts et des bas, et plus de bas que de hauts à certains moments. Oui. À quoi vous êtes... Et je continue. Je connais beaucoup de policiers à Saint-Jean, puis c'est toujours, c'est M. Fortier. M. Fortier, on le respecte. Beaucoup de respect à votre égard. Donc, vous avez cultivé le respect auprès de vos policiers. La sincérité, l'honnêteté et l'importance de maintenir des communications avec les gens. Moi, j'ai un plaisir de rencontrer les policiers. Je rentre le dimanche matin pour venir les rencontrer en équipe. Oui. Et déjà, dans les années passées où ça a été difficile, je parlais avec Éric, le président de la fraternité, pour lequel j'ai beaucoup de respect, en disant, Éric, on a 2 missions, mais on a le même objectif. On veut tous les deux le bien-être de nos policiers, que nos policiers performent bien, qu'ils soient bien engagés, et ainsi de suite. Donc, après cette difficulté-là, on va reprendre le collier ensemble. Et puis, j'ai mis en place des dispositions, ce qu'on appelle l'analyse de rémunération globale, pour vraiment qu'on parte sur des bases honnêtes de discussion pour comprendre c'est quoi les choses, mais c'est le respect. Et à partir de la première signature en 2017, j'ai clairement défini avec Éric, avec le président de la fraternité et ses collègues, comme quoi que s'il y a des problèmes, on va les régler au fur et à mesure. Et c'est le respect mutuel, l'honnêteté et la communication. Je vous dis, parce que c'est frappant, puis même on le voit à la SQ, au SPVM à Montréal, souvent les relations sont tendues ou verbalement dans les médias, le président de syndicat, puis le directeur, puis tout ça. Or, ici, quand vous êtes arrivé en poste, rapidement, ça s'est calmé, parce que ça n'allait pas très bien. Puis ça s'est maintenu. Et c'est comme je dis, beaucoup de policiers me disent, j'arrive le matin, il est là, je pars le soir, il est encore là. Oui. S'il ne dort pas au poste de police. Mais c'était un peu ça pareil. Puis effectivement, toujours beaucoup de respect. Même si ça peut arriver, évidemment, que des employés ne sont pas d'accord avec les orientations, les décisions de notre directeur.
Mais même si on n'est pas d'accord, on le respecte pareil. C'est ça. Tout à fait. Et ça, c'est un des éléments. Les gens voient vraiment que je suis là et que je travaille. Ouais. Pour moi, là, un directeur, c'est au service de son organisation et du personnel qui la compose. Alors, Ouais. pas son bénéfice personnel, le directeur. Il est là pour son organisation. Et je m'inscris vraiment dans une mécanique ville également. Bon, au-delà des relations de travail, qui pour moi est probablement l'un des principaux faits saillants de votre mandat, pour vous, c'est quoi les autres faits saillants de votre 11 ans à Saint-Jean, mais de votre 5 ans officiellement comme directeur? Bien, je vous dirais que je quitte avec la satisfaction du devoir accompli, de sorte que Saint-Jean, le service de police, est un service de police très performant, très professionnel, avec des hauts standards de qualité. Alors, donc ça, c'est un premier élément. Deuxièmement, je vous dirais, j'ai créé un rapprochement concret avec les organismes communautaires au bénéfice de la population, au bénéfice des citoyens. Le bien-être de la collectivité, là, pour moi, là, quand on dit on vit dans une ville sécuritaire où il fait bien-être de vivre, là, où il fait bon vivre, ça prend tout son sens. Et pour moi, la criminalité est une chose, mais quand on parle de servir et protéger, c'est aussi venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Et donc, de travailler pour toutes les problématiques sociales. Bon, Saint-Jean-sur-Richelieu, de mémoire, a toujours été une ville relativement sécuritaire. Très sécuritaire. Peut-être eu une époque, là, à l'époque de la guerre des motards avec les Jokers à Saint-Luc, c'était une autre histoire, mais là, on est dans les années 90, là, je recule un peu. Mais honnêtement, depuis ce temps-là, est-ce que la criminalité s'est maintenue au cours des 5 dernières années? Est-ce que ça a monté, baissé ou c'est resté pas mal pareil? Globalement parlant, la criminalité a baissé considérablement dans certains secteurs d'activité. Il y a quand même eu des périodes. Il faut être très attentif à ce qui se passe sur le territoire. Oui, la période des Jokers dans les années 90, mais il y a 3 ans, j'avais vraiment, là, avec l'organisation, avec les gens en place, on avait observé des motards criminalisés sur le territoire, des rencontres. Un retour qui s'installait. Tout à fait, un retour qui s'installait. J'ai pas pris de temps. Il faut pas lésiner avec ça. Donc, j'ai contacté mes collègues de la Sûreté du Québec. On a fait notre démarchage. J'ai fait venir mes gens. Et voilà ce qu'il en est. Et il faut s'attaquer à ça. Et vous vous souvenez qu'à un moment donné, on a procédé un matin à 34 arrestations au même moment, là. Donc, il y a différents équipements aussi. Puis, exemple, notamment la mise en place d'Octo. Oui. Le groupe Octo, qui est un fait saillant extrêmement intéressant. La mise en place d'un groupe spécialisé de 10 policiers pour lutter contre la criminalité émergente, les stupéfiants, les contrebandes. On voit là, les différentes frappes à droite et à gauche, parce qu'on est la 11e plus grande ville. Donc, on a les problématiques de grande ville. Avez-vous eu des crises à gérer ou des faits saillants de l'actualité qui ont fait en sorte où votre leadership a dû prendre toute son importance? Notamment, exemple, avec la COVID. La COVID, parce que, outre tout le travail usuel quotidien des policiers, d'une part, ça a amené beaucoup de modifications, même les règles sanitaires, les règles de distanciation. Ouais. Donc, pour moi, le travail est extrêmement important. Donc, on s'est associé avec les dirigeants de la fraternité. Donc, on rencontrait le personnel ensemble et ainsi de suite, tout ça. Il y a eu des positions, oui, tout à fait. Exemple, outre les conventions collectives, il y a un protocole des cadres à gérer. Alors, donc, j'ai aussi réglé le protocole des cadres avec les mêmes sentiments, mais toujours en considérant que le service de police, comme les autres unités de la ville, travaille avec l'argent des citoyens. Donc, il faut être rigoureux avec l'utilisation de cet argent. Bon. L'événement auquel je fais référence, vous n'étiez peut-être pas encore officiellement directeur à ce moment-là, mais en 2014, quand même un événement tragique avec le militaire qui s'est fait happer mortellement dans le stationnement de la SAAC sur Séminaire et ultimement, il a été abattu par vos policiers un peu plus loin dans Saint-Eugène. Quand un événement comme ça arrive, le directeur, le chef de police, il fait quoi? Le chef de police, d'abord, se rend sur place. Pour moi, c'est extrêmement important de se rendre sur place, de voir qu'est-ce qu'il y en est, comment est notre personnel, supporter le personnel, mettre les entités en place pour départager qu'est-ce qu'il y en est. Parce que
les policiers. Il y a eu une mort d'homme dans cet événement-là. J'ai le nom en tête, mais alors donc j'ai le nom. Il y a une mort d'homme, donc comme directeur, j'ai les responsabilités de contacter le ministère, de mettre en place l'enquête indépendante, mais à l'intérieur de tout ça, il y a comment vit le personnel, comment on doit se préoccuper de notre personnel. Des policiers qui avaient un peu d'ancienneté, mais pas beaucoup non plus. Pas beaucoup non plus. Et on n'est pas un corps de police où on utilise beaucoup les armes à feu, honnêtement. Là. Non. Et heureusement, là. Heureusement, très peu, mais là encore, quand un policier doit utiliser son arme à feu, souvent, c'est la mort d'un homme. Alors, donc, à ce moment-là, c'est tragique également. Donc, ça a des répercussions sur l'humain. Le policier est un humain. Alors, donc, à ce moment-là, et je me souviens très bien, il a fallu le programme d'aide aux employés, c'est pas suffisant. Il a fallu trouver des stratégies pour venir en aide. Ce qui nous permet, à partir de cette expérience-là, d'aller plus loin. Alors, donc, j'ai fait par la suite développer un cours sur la prévention des impacts psychologiques lors des événements traumatisants. Maintenant, on est en train de mettre un super beau programme. Julie Maria a mis en place un super beau programme de père aidant. Alors, donc, ça nous permet toujours, à partir de l'événement, il faut toujours voir le côté positif puis aller plus loin à ce niveau-là. Qui est votre successeur? Stéphane Bélanger, qui est un policier d'expérience de Montréal également. Donc, il a 31 ans et demi, tout près de 32 ans, qui avait pris sa retraite le 7 juillet dernier et qui a un super de beau bagage, qui va faire un excellent travail et qui va s'inscrire dans la continuité. Est-ce que vous le connaissiez du temps de Montréal? Ah, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On a quand même plus qu'une décennie de différence, là. Okay. Alors donc, moi, le directeur général, Stéphane Baudin, m'a demandé de faire partie prenante du comité de sélection puisqu'il voulait vraiment un exercice de continuité, tant au service aussi qu'en collaboration ville. Donc, je l'ai connu à ce cadre-là. Et ce qui est fort intéressant, c'est qu'à la finalité du processus de sélection, les 5 membres du comité de sélection, on était unanimes dans le choix de Stéphane. OK. Donc, Stéphane Bélanger, qui officiellement a été assermenté. Et là, bien évidemment, à compter du 8 novembre, là, il sera évidemment tout seul en poste. Tout seul en poste, mais habilement secondé par les membres de l'État-major. Et Julie Maria, qui connaît très bien l'organisation, qui a 22 ans de service ici. En terminant, après 45 ans de police, qu'est-ce qu'on fait? On pense à soi un peu dans un mode de vacances, profiter un peu plus de la vie, vacances, langue, voyage. Mais il faut dire non aussi parce que j'ai déjà eu 3 opportunités d'emploi. Et là, vous prenez vraiment une vraie pause? Oui, tout à fait. Pour revenir dans 1 an ou 2? Non. Non, c'est une vraie retraite, là? Au moment présent, oui. Parce que si j'avais voulu poursuivre, j'étais tellement heureux dans le travail que je faisais que j'aurais poursuivi, là. Tel que le directeur général me l'a demandé, puis ma collègue des RH également. Je comprends. Mais en même temps, vous êtes contraint à faire des contrats de 5 ans. C'est ça l'affaire. C'est que la loi sur la police nous exige un minimum de 5 ans. À moins, sinon, ça te prend une permission du ministre et ainsi de suite. On ne veut pas embarquer là-dedans. Donc, se réengager pour 5 ans, c'est un pensée. C'est un pensée, mais on peut l'ajuster. Mais le principe, à un moment donné, dans la 45e année, il est temps de penser un peu à soi. André Fortier, merci beaucoup. Félicitations pour ces belles années et bonne retraite. Et moi, je profite de l'occasion pour vous remercier pour ces partages et ces échanges fructueux au bénéfice de la communauté. Éric, fort sympathique. Plaisir. Merci. Et restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Parle-nous un peu du show cette semaine. On va faire une savate. Oui, on va jaser de la Fédération montérégienne de lutte avec notre chum Éric Ouimet. Je suis déjà essoufflé. On va laisser ça à d'autres. Moi aussi. Manquez pas ça.
Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Vous l'avez vu dans l'actualité nationale, il y a d'importantes revendications auprès des éducatrices en garderie dans les CPE. On a vu également les récentes annonces gouvernementales qui visent à multiplier aussi le nombre de places, parce que ça, c'est un irritant, surtout pour les parents. Mais parlons de celles qui sont au cœur de ces installations-là et qui revendiquent depuis nombre d'années. Mes propres enfants étaient en CPE il y a 25 ans et on entendait les mêmes revendications. Visiblement, plus les temps changent, plus ça ne change pas tant que ça. On en discute aujourd'hui avec Catherine Larose, qui est éducatrice en garderie, principalement rattachée au CPE Les Poussineaux. Bonjour à vous. Bonjour. Bon, dites-moi, c'est quoi en gros les revendications des éducatrices en CPE en 2021? En fait, on a 5 grosses priorités de négociation. La première, celle qui est la plus médiatisée en ce moment, étant les salaires. C'est ça. Nous, ce qu'on veut, c'est aller rattraper le secteur public, en gros, pour toutes les appellations d'emploi. La deuxième revendication principale, c'est d'ailleurs le temps de planification. Donc, plus ça va, plus le gouvernement nous met des lois comme la loi 143 qui a été mise l'année passée ou l'autre année d'avant concernant la qualité des services au niveau qu'on offre pour les enfants. Okay. Cette qualité de service-là inclut de la paperasse, beaucoup d'observations, beaucoup de choses. Donc, nous, on n'a pas le temps de planification. C'est plus lourd, c'est ça? Bien, c'est plus lourd, oui. C'est sûr que dans nos tâches quotidiennes, c'est des choses qu'on avait déjà besoin de faire. Donc, on faisait des observations pour chaque enfant, voir c'est quoi qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils ont d'intérêt, qu'est-ce qu'ils ont à travailler, quel jeu on peut aller faire pour justement aller travailler toutes ces particularités-là. Okay. On s'entend que c'est pas juste un enfant qu'on a à s'occuper dans notre groupe, c'est dépendamment si on va à Poupon, c'est 5 par éducatrice, et en montant, ça va de 8 enfants par éducatrice à 4 ans, où on en a 10 par éducatrice, parfois 11, parce que le gouvernement, maintenant, ne tient plus compte des ratios. Donc, avant, on tenait vraiment compte du fait que tu as une éducatrice, donc tu n'as pas plus que 8 enfants dans ton local entre 18 mois et 4 ans, et tu n'as pas plus que 10 enfants dans ton local à partir de 4 ans. Maintenant, on parle de ratio global. Donc, peu importe le nombre d'enfants qu'il y a dans le CPE, c'est pas attitré par une éducatrice, dans le sens que s'il y a un enfant qui est absent dans le groupe numéro 3, advenant, bien, cet enfant-là peut être rattrapé dans un autre groupe, ce qui fait en sorte que dans le ratio global, il y a des groupes parfois qui se retrouvent à 9 ou à 11, dépendamment de l'âge des enfants. Quelles sont les 3 autres revendications? On parle de congés fériés. On en a perdu 2 il y a 5 ans, la dernière. Nous, on en avait 13 avant, on en a perdu 2. Je ne me souviens pas exactement c'est lesquels. Par contre, maintenant, c'est que ces congés fériés-là, le CPE est toujours fermé. Par contre, les éducatrices sont obligées de rentrer au travail. Donc, on fait de la planification, du ménage, des tâches connexes qu'on n'a pas le temps de faire dans le reste de nos journées. Mais c'est vraiment c'est obligatoire, dépendamment si tu as des congés en banque ou pas, mais rendu là, c'est des détails. Il y a au niveau des vacances aussi, on en a perdu 1 semaine. Après 15 ans, tu pouvais avoir 6 semaines de congés. On s'entend que c'est 15 ans de travail auprès des enfants à 4 jours, semaine et plus. Cette semaine-là, elle a été fermée. Après 10 ans, maintenant, on pouvait en avoir 5. Maintenant, ça aurait été reporté à 15 ans. Donc, si je récapitule un peu, quand tu commences à travailler dans un CPE, que tu as un poste, ça te prend 2 ans avant d'avoir 2 semaines de vacances. Ensuite, ça te prend 5 ans pour en avoir 3. Après, ça te prend 10 ans pour en avoir 4 et 15 ans pour en avoir 5. Considérant le fait qu'on est ouvert à l'année longue, c'est pas beaucoup. Les semaines de relâche, on est ouvert. À Noël, on est obligé d'être ouvert. C'est parce que vous êtes sur la loi du Québec, parce que même dans certaines entreprises fédérales, le minimum est de 3 en partant. Tout à fait. Ouais. Et la 5e revendication? La 5e revendication, c'est tout ce qui est pour l'appellation d'emploi, là, les cuisiniers, les éducatrices spécialisées qu'on a, les conseillères pédagogiques. On n'oublie pas les gens de l'entretien ménager aussi. Là. C'est sûr qu'ils ne font pas partie du corps qui est affilié avec le syndicat. Par contre, ils font quand même partie de nos budgets, nos subventions qu'on reçoit pour pouvoir le payer. Nous, c'est vraiment du temps de planification, les vacances, les fériés, le salaire. Et la 5e m'échappe. Mais on les a toutes passées. On les a toutes passées, mais je comprends que vous avez quand même beaucoup de choses en tête. Mais revenons sur la principale, celle qui fait le plus parler et celle qui, moi-même, comme parent, il y a 25 ans, me faisait sursauter, c'est les salaires. Oui.
Parce que même il y a 25 ans, on regardait ça, puis je me disais, c'est incroyable que le concierge de l'école primaire gagne plus que celle qui s'occupe de mes enfants à temps plein. Ça n'a rien envie au travail de l'entretien ménager. Non, là. tout à fait. L'idée, c'est pas de rabaisser un pour remonter l'autre. L'idée, c'est de faire des comparables. Là, actuellement, aujourd'hui, c'est quoi l'ordre des échelons salariaux comme L'ordre des éducatrice, là? échelons salariaux, quand tu es qualifié, tu commences à l'échelon 1. OK. Donc, entre chaque échelon, tu dois avoir 1492 heures d'accumulé. Tu ne peux pas augmenter plus qu'une fois par année. Donc, si ton 1492 heures, tu l'as atteint en, mettons, 8 mois, tu peux quand même pas avoir ton augmentation avant l'année suivante. Mais là, il y a combien d'échelons? Il y en a 10. 10 échelons. Il y a 10 échelons, OK. puis il y a environ, sans être précise, il y a entre 15 à 20 sous entre chaque échelon de Ça différence. part à combien, là, à l'échelon 1? En ce moment, on parle de 15 et 49, il me semble, De l'heure de l'heure à l'échelon 1. à l'échelon 1. Puis le maximum qu'on peut avoir après 10 ans? On est rendu à 23 et quelques, là. 23 après 10 ans. Oui. Ouais. Puis vous faites combien d'heures par semaine? On fait entre 34 et 36 pour... C'est considéré à temps plein. Parce que au début, quand ces horaires-là ont été établis, on avait dit, dans le fond, pour une éducatrice, on est à temps plein avec Mais l'enfant. ça veut dire que même après 10 ans, à 23 piastres de l'heure, vous êtes en bas de 45 000 par année, là? Oui. On s'en fait enlever excessivement sur nos payes, pas juste au niveau de l'impôt, pas juste au niveau de... Mais il y a aussi les assurances qui sont très difficiles en ce moment à aller chercher parce qu'on est un métier qui est considéré à risque. On fait beaucoup de dépression, il y a beaucoup d'arrêts de maladie, il y a beaucoup de blessures avec des enfants. On est appelé à être à leur hauteur. Est-ce qu'il y a des problèmes de recrutement? On parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre dans notre société en général. Oui. Là, on voit que le gouvernement veut ouvrir 38 000 nouvelles places d'ici à 4 ans. Tant mieux. Mais est-ce qu'on aura des éducatrices pour être capable d'opérer ces garderies-là? Donc, la question, c'est est-ce que vous sentez dans vos collègues qu'il y a des gens qui quittent le métier? Est-ce qu'il y a un problème de recrutement auprès des éducatrices? Oui, tout à fait. Cet été, on était appelés à faire 5 jours semaine à la volonté. Là. On s'entend, ça n'a jamais été obligatoire, mais on s'est tous mis la main à la pâte, au CPE, les Poussineaux du moins, pour faire plus de journées, justement pour aller pallier le manque d'éducatrices parce que c'était excessivement difficile d'aller chercher des éducatrices remplaçantes. On a quand même des éducatrices, veux pas, dépendamment des milieux, c'est des éducatrices qui vieillissent aussi. Fait que c'est pas nécessairement possible pour elles non plus de faire du 5 jours semaine parce qu'on fait du 9 heures par jour. Quel est le niveau d'études en ce moment pour être une éducatrice qualifiée? Pour être une éducatrice qualifiée, on doit faire une technique d'éducation à l'enfance collégiale. Donc ça, c'est pas 3 ans de cégep? C'est 3 ans de cégep. Il y a moyen de le faire en intensif en 2 ans si jamais on a fini comme nos cours de base, là, donc littérature, philo, etc., etc. Sinon, la deuxième opportunité de pouvoir devenir qualifié, c'est en faisant un ASC. Qui peut être faite à temps partiel. D'études collégiales. Exactement. Mais par contre, à partir du moment que tu termines cette formation-là, ça prend quand même 3 ans à temps plein, donc 1492 heures, pour pouvoir atteindre cet échelon qualifié. Puis, votre revendication salariale, c'est quoi? Qu'est-ce que vous demandez comme augmentation, comme échelon? Bref, c'est quoi le... Nous, on veut vraiment aller rejoindre le secteur public. Là, Ce qui veut dire à peu près combien? Là, nous, au niveau de... On parle d'augmenter entre 3 et 4 $ de l'heure chaque échelon. Chaque échelon? Chaque échelon. C'est sûr, nous, ça représente environ un 17 d'augmentation. On va dire, oui, le ministre, c'est le gouvernement, le premier ministre, en ce moment, c'est que ce qu'il nous a offert, c'est pas du tout ça. En réalité, ce qu'il nous offre, c'est que lui, tous les pourcentages qu'il nous a offerts, il les a additionnés. Donc, pour lui, ça, en bout de ligne, c'est un 17 Par contre, il nous offre 2 par année pour les 3 premières années, puis après, un rattrapage salarial de quelques pourcentages pour les autres appellations d'emploi, mais il y a énormément de critères à respecter pour avoir le droit à ces augmentations-là. Donc, en réalité, la vraie augmentation qu'il nous a offert, c'est à peine 6 sur 3 ans, et c'est seulement pour les éducatrices. Donc, là-dedans, on ne parle pas des responsables d'alimentation, on ne parle pas des conseillères pédagogiques, on ne parle pas des éducatrices, mais nous, on ne se bat pas juste pour nous, on se bat pour nos collègues aussi qui sont là, puis qui sont là aussi pour soutenir dans notre quotidien les apprentissages puis les services qu'on offre aux enfants. Mais ça, là, dans le fond, les prochaines étapes pour vous, c'est quoi? Là, on continue de négocier avec le gouvernement? Est-ce qu'ultimement, il peut y avoir des menaces de grève? Là, je sais que les parents vont sursauter un peu, là, mais parfois, dans les moyens de pression, il faut aller là. Malheureusement, on en est rendu là. Ça fait déjà 1 an et demi que notre contrat de travail est échu. Donc, on a fait des moyens de pression plus pacifiques, comme on peut dire, là, des tracts aux parents, porter un chandail comme celui que je porte aujourd'hui. Petit clin d'œil. Mais c'est ça. Là, on est rendu à faire la grève. Pourquoi? Bien, c'est sûr que nous...
on est soutenu par les parents qui utilisent le service à tous les jours. Mais vous avez Nous, l'appui des parents, vous le sentez? oui, tout à fait. C'est l'appui de la société. Autre, dans n'importe quelle appellation d'emploi, dans n'importe quel métier où on va faire, on ne peut pas être chirurgien puis avoir la réalité de vie d'une éducatrice au même titre que moi, en tant qu'éducatrice, je ne peux pas avoir la même réalité de vie qu'un chirurgien, qu'un médecin. Puis on ne peut pas comparer des pommes et des prunes. Non, mais en même temps, tu sais, ça va être un peu démagogique, mon affaire, mais tu sais, quand on va sur des affiches, là, chez McDo, où on demande du monde à 17 ou à 18 comme on dit dans le jargon, pour flipper des burgers, là, sans rien enlever pour ceux qui font ça dans la vie. Mais tu sais, tu regardes ça... Il y a une crèmerie à Saint-Jean-sur-Richelieu qui a dû donner 20 de l'heure à de jeunes adolescentes pour être capable de faire des cornets cet été. Là. Sinon, il n'y avait pas d'employés. Là. Donc, moi, je pense que vous avez quand même, un bon, un bon bout sur le bâton. Je pense qu'il y a beaucoup de la reconnaissance de notre travail aussi qui travaille, puis du méconnu. C'est facile de juger parce que fut un temps où on était appelés des gardiennes aussi, où on s'occupait juste des enfants. Je n'ai pas prononcé le nom. Le côté pédagogique de la chose, le travail qu'on fait en arrière, les observations, la paperasse, ça, c'est un méconnu des gens. Puis c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, puis c'est pour ça que moi, je vais vraiment vers l'avant pour aller essayer de promouvoir cette profession-là qui est magnifique, mais malheureusement peu reconnue par la plupart des gens. Alors, continuez à faire un peu de pédagogie auprès du public en général sur vos conditions, puis bref, on verra la suite, mais on vous souhaite la meilleure des chances. Merci. Reste avec nous, on revient après ceci. Lumière d'hiver, c'est 5 $. C'est une nouvelle source de revenus pour la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. Pour savoir un peu comment ça fonctionne, on vous invite à aller directement sur le site Internet dont l'adresse est affichée à l'écran. N'oubliez pas qu'à chaque semaine, il y a le Télébingo, 9h30, c'est en direct tous les dimanches matins. Et si vous désirez m'écrire par courriel, Éric Latour en un mot à commercial, tvhr9.com. À demain. Bye-bye.